Bon, je vous remercie d'être venu. On voulait faire ce point et donner quelques informations sur les initiatives que le Parti communiste et ses élus, ses deux groupes au Sénat et à l'Assemblée nationale vont prendre dans les jours et les semaines qui viennent pour obtenir et gagner le retrait du projet de loi de réforme de notre système de retraite. Et l'objectif est d'obtenir le retrait. Nous sommes à 2 mois, plus de 2 mois maintenant de ce conflit, et il y a toujours une opinion majoritaire dans notre pays contre cette réforme, et je commencerai donc par donner ce chiffre publié dans le sondage IFOP qui a été publié par l'Humanité aujourd'hui, un sondage réalisé le 11 et 12 février, donc ces derniers jours, qui dit que 56% de nos concitoyens, s'ils devaient voter dimanche un référendum, voteraient contre le projet de réforme du gouvernement. Donc 2 mois après un conflit long, inédit, historique, il y a toujours aujourd'hui une majorité de nos concitoyens qui ne veulent pas ce projet de loi. Et la deuxième idée que je vais développer, c'est que, en plus de la bataille parlementaire, de la participation aux mobilisations, aux manifestations, notamment celle du 20 février à venir, nous demandons l'organisation d'un référendum pour pouvoir sortir de cette crise et avoir le débat sur le texte de loi qui est présenté au Parlement. Alors, je voudrais vous donner un chiffre aussi, c'est que ces 2 mois de conflit ont eu au moins le mérite de faire beaucoup de politique dans le pays. On refait de la politique. On découvre, pour ceux qui ne le connaissaient pas, la politique du président des riches et ce qu'elle comporte de nocif pour nos concitoyens. Et quand je dis que l'on refait de la politique, c'est que nous, Parti communiste français, nous le ressentons à travers les adhésions à notre parti. Et depuis le 5 décembre, nous avons enregistré 710 adhésions au Parti communiste français. C'est 2 fois plus que d'habitude sur une période aussi courte. Et c'est donc un signe important qui montre que, oui, on refait beaucoup plus de politique et il y a un courant d'adhésion. Je sais qu'il y a aussi un courant d'adhésion au sein de la CGT, donc c'est important de le souligner. Nous demandons toujours le retrait de ce texte de loi. Je voudrais dire un mot là-dessus, parce que nous avons découvert à l'Assemblée nationale et dans le travail en commission, qui a été laborieux, nous avons découvert que ce texte de loi comporte des éléments plus graves que ce que le président de la République et le Premier ministre n'ont dit jusqu'à maintenant. Ce texte de loi est pire que prévu, pire qu'annoncé. Il y a un âge de départ en retraite annoncé, écrit noir sur blanc, de 65 ans pour la génération née en 1975. 65 ans, ce qui veut dire que ceux qui ont des travaux pénibles, et pour ceux qui auront la reconnaissance de la pénibilité, je ne vais pas revenir dessus, vous savez qu'il y a un débat sur la pénibilité, où le gouvernement doit d'ailleurs s'exprimer ce matin, et pour ceux qui ont des travaux pénibles, un départ à la retraite à 63 ans. Il y a un plafonnement des dépenses consacrées à notre système de retraite à 12,9% du PIB. 14. Ce n'est plus 14. C'est plus 14. C'est pire qu'annoncé. Quand je vous dis que c'est pire, c'est que c'est pire. C'est des chiffres écrits noir sur blanc. Depuis 1950, la part des richesses consacrées à notre système de retraite a toujours augmenté. Il était de 6% en 1950. Il est monté jusqu'à 14% aujourd'hui. Et c'est normal. C'est lié à l'allongement de la durée de la vie. C'est le sens du progrès. Eh bien, pour la première fois en 70 ans, cette part du PIB va baisser à 12,9. Donc forcément, ce projet de loi prévoit de baisser les pensions et prévoit de faire travailler plus longtemps. Il n'y a pas de recette miracle si on baisse la part du PIB. Donc 12,9, c'est écrit noir sur blanc dans l'étude d'impact. Je peux vous donner les numéros de page si vous voulez. Enfin, le débat en commission a pointé le flou
sur un certain nombre de points très importants, l'absence de financement, parce qu'il y a la conférence de financement qui se tient parallèlement, et l'absence de réponse sur un nombre de questions que nous avons posées. Et je vois que les députés En Marche posent aussi des questions qui sont sans réponse, parce qu'il y a une initiative de deux députés, deux collègues de la Commission des Finances que je connais très bien. C'est le chef des députés En Marche, c'est M. Saint-Martin et Émilie Cariou. Ils ont posé une quinzaine de questions au gouvernement sur le financement, sur les compensations, sur comment... voilà. Donc il y a un flou et une absence de réponse importante sur le financement de cette réforme. Il n'y a aucune garantie apportée sur le montant des pensions pour ceux qui partiront à 65 ans. Le taux de remplacement, il est inconnu à ce jour. Dans le système actuel, il est de 75% du salaire moyen des 6 derniers mois dans la fonction publique et des 25 meilleures années dans le privé. C'est 75%. Dans le système de réforme du gouvernement, on ne connaît pas le taux de remplacement. Il est inconnu. Il n'y a toujours pas de simulateur. Et donc on ne peut pas calculer le montant de sa pension quand on partira à 65 ans ou à 63 ans. La valeur du point et le calcul de la valeur du point est incompréhensible. Eux-mêmes ont du mal à l'expliquer et ont du mal à répondre aux questions posées. Et enfin, le montant des pensions, tel que c'est écrit dans le texte de loi, restera indexé sur l'inflation et pas sur les salaires, ce qui est grave. C'est écrit comme ça aussi ? Oui, le montant, la pension, je ne vous parle pas du point. Le point sera indexé, le point sera indexé, le point sera indexé sur le revenu d'activité moyen qui n'existe pas. Ah oui, c'est ça. Voilà. Le point va être indexé sur un indicateur que l'INSEE n'a pas encore créé, qui n'existe pas. Et des économistes nous expliquent aujourd'hui que, a priori, ce revenu d'activité moyen ferait que ça évoluera moins que les salaires, mais on n'a pas encore eu le temps d'expertiser. Enfin, c'est incroyable. C'est une réforme fondamentale importante. Et ils nous disent que l'évolution du point se fera en fonction d'un indicateur qui n'existe pas. Et enfin, quand vous aurez votre pension, cette pension n'évoluera pas en fonction des salaires, mais elle évoluera en fonction de l'inflation. Ça, c'est écrit, ça, c'est sûr. Et ça veut dire que les pensions, ou elles baisseront, ou un gouvernement, comme celui-ci, pourra décider de la désindexer de l'inflation, comme ils viennent de le faire pour l'AAH ou les APL. Et donc des pensions gelées. Donc, ce sont peut-être des détails, mais c'est d'une importance capitale pour les retraités, puisqu'on l'a bien vu là, les retraités, quand on a désindexé leurs pensions, comment ils ont manifesté avec les gilets jaunes. Tout ça, c'est dans le texte de loi. Et donc, on a un besoin d'éclaircissement, de débat à mener avec nos concitoyens sur ce qu'il y a dans ce texte de loi. Et quand j'entends le président de la République dire à ses députés, il y a 2 jours, que ça fait 2 ans que le dialogue a lieu sur ce texte, sur cette réforme, non, il n'y a pas eu de dialogue avec les Français sur ces éléments que je viens de vous donner. Les Français ne savent pas ce que je viens de vous dire et qu'il y a dans ce texte de loi. Donc il y a besoin d'avoir ce débat sur le texte de loi et tout ce qu'il contient. C'est la raison pour laquelle nous allons, nous, faire tout ce qu'il faut pour révéler ce qu'il y a dans ce texte de loi, éclairer nos concitoyens et mener ce combat au sein des 2 assemblées, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et donc, Eliane et André Chassaigne reviendront dessus pour dire comment nous allons mener cette campagne au sein de l'hémicycle, mais avec les moyens que permettent les 2 assemblées. Mais nous voulons aussi, et c'est pour ça que nous appuyons sur le besoin d'un référendum, nous voulons aussi que le gouvernement décide
d'organiser un référendum sur ce texte de loi. Pourquoi ? D'abord parce que c'est une réforme proposée par le président de la République qui est importante, fondamentale, puisqu'elle remet en cause notre modèle social, né en 1946 et dans le cadre du Conseil national de la résistance. Et cette réforme va toucher toutes les professions, tous les Français et toutes les générations. Donc, elle touche tout le monde. C'est pour ça qu'un référendum est important. Ensuite, parce que ça fait plus de 2 mois que notre pays est en crise sur ce sujet. Il faut pouvoir en sortir au plus vite. Et pouvoir en sortir au plus vite, c'est donner le dernier mot au peuple, à nos concitoyens. Qu'ils aient les derniers mots, c'est ce que nous demandons. Nous demandons que les Français aient le dernier mot sur cette réforme de notre système de retraite. Nous répondons au gouvernement que la démocratie, ce n'est pas tous les 5 ans. Surtout quand le président de la République a menti, parce que quand il était candidat, il a dit qu'il n'augmenterait pas l'âge de départ en retraite et qu'il ne changerait pas les règles de calcul. Il l'a dit à un journal télévisé de 20 heures sur TF1. Voilà. Et c'est retrouvable, comme moi je l'ai retrouvé. Donc il a dit qu'il ne changerait pas les règles, qu'il n'augmenterait pas l'âge de départ en retraite. Il a été élu et il change les règles et il augmente l'âge de départ en retraite. Donc, il ne peut pas dire que les Français ont voté en conscience. Ensuite, un référendum permet d'avoir un débat, devra permettre d'avoir un débat sur le texte de loi tel qu'il nous est présenté aujourd'hui et dont je viens de vous donner des éléments. Et nous avons, nous, communistes, en référence, le grand débat qu'il y a eu dans le pays en 2005 sur le traité constitutionnel, où nous avons pu avoir ce grand débat dans le pays et étudier ligne par ligne ce que comportait ce traité constitutionnel, grâce notamment à des journaux comme l'Humanité qui avaient pris l'initiative de le publier intégralement, mais il faudrait aujourd'hui publier intégralement ce qu'il y a dans ce texte de loi et que les Français puissent donc se prononcer en connaissance de cause et en conscience. Ce texte et donc c'est pour ça que nous demandons un référendum. Et enfin, ce référendum aujourd'hui, il est demandé par les Français. Et donc là, c'est le chiffre de ce sondage publié aujourd'hui, qui dit que 67% de nos concitoyens, voilà le chef. Viens ici, André. Je vais voir la bourre. Ça va ? Ça va. Bonjour tout le monde. Et donc, 67% de nos concitoyens demandent ce sondage, ce référendum. Elle suit la dame. Il était en Auvergne hier soir, alors. Ah, c'est vrai qu'on s'est couché tard, on est reparti tôt ce matin. 67% de nos concitoyens demandent la tenue d'un référendum sur la réforme de retraite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils le demandent majoritairement de la gauche à la droite, du Parti communiste aux républicains, majoritairement. La demande de référendum est présente. Donc c'est dans le détail, vous le verrez dans le détail du sondage, 54% des républicains veulent un référendum, 84% chez les communistes, 69% chez les socialistes, c'est très large. Et puis ce référendum, donner la parole au peuple, c'était une revendication forte des Gilets jaunes qu'on a entendue pendant 1 an. L'usage du référendum en France, c'est pas nouveau. Il a été utilisé 10 fois sous la Ve République depuis 1958. 5 fois par le général de Gaulle, 1 fois par Pompidou, 2 fois par Chirac et 2 fois par Mitterrand. Alors nous disons au président de la République, à sa majorité et aux députés qu'il ne faut pas avoir du peuple, qu'il ne faut pas avoir peur du débat. Il faut faire confiance à l'intelligence des Français, leur faire confiance sur l'analyse qu'ils feront de ce texte de loi et de ce qu'ils veulent pour eux
et pour leurs enfants. Et c'est pour ça que nous demandons ce référendum, et je dis même à la majorité que si cette réforme est aussi bonne qu'ils le disent, il ne faut pas qu'ils aient peur du débat et du choix que feront nos concitoyens. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Et comme André n'était pas là au début quand j'ai commencé, je n'ai pas dit ce que nous ferons à l'Assemblée nationale ni au Sénat, mais j'ai dit que nous utiliserons tous les moyens qui sont à notre disposition et pour éclairer les Français sur le contenu du texte de loi, mener la bataille d'amendements et en même temps tous les outils à notre disposition pour obtenir un référendum. Je n'ai pas dit plus. C'est donc qu'il faut que je m'exprime, monsieur le secrétaire national. Vous avez le loisir de dire un mot, alors, si vous le souhaitez. Oui, bien, volontiers. D'abord, si on peut parler de cette façon, la stratégie que notre groupe a mise en œuvre à l'Assemblée nationale, c'est d'utiliser tous les outils parlementaires qui sont à notre disposition. Bien évidemment, la priorité de la priorité en lien avec le mouvement social, c'est d'obtenir le retrait de ce projet de loi. Ça, c'est la priorité de la priorité. Dans ce contexte-là, pour autant, on a décidé d'être partie prenante, et c'est évident, de la bataille qui est conduite par d'ailleurs plusieurs groupes parlementaires au sein de l'Assemblée nationale. Ça veut donc dire qu'on utilise les outils à notre disposition, qui sont en particulier, ça arrivera en cours de débat, le moment n'a pas encore été acté, la motion de censure. Il faut dire que tous les groupes de gauche, et même peut-être au-delà, sont d'accord pour la motion de censure. Le seul élément à préciser aujourd'hui, c'est quand on la dépose. Est-ce qu'on la dépose au début? Est-ce qu'on la dépose en cours de débat? Est-ce qu'on la dépose à la fin du débat, sur un constat? Mais il y a unanimité parmi les groupes de gauche de l'Assemblée nationale pour déposer une motion de censure. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de contestation par rapport à ça, reste à fixer, donc le moment opportun pour la déposer. Ensuite, il y a un autre outil dont nous avons été à l'initiative, dont notre groupe a été à l'initiative, c'est la motion référendaire. Qu'est-ce que c'est que la motion référendaire? C'est considérer qu'un projet de loi doit être soumis au peuple. Donc, ce que l'on peut faire aujourd'hui dans le cadre de l'application de la Constitution, c'est donc, et c'est ce qu'on est en train de travailler là-dessus, c'est donc déposer une motion qui demande l'organisation d'un référendum sur le projet de loi. La difficulté que l'on a, c'est qu'on a un temps qui est très marqué pour déposer cette motion donc référendaire. Soit c'est juste avant la discussion générale, la DG, comme on dit dans notre jargon, soit c'est avant la fin de la DG. Ce qui veut dire que forcément, ça ne peut venir que lundi 17 à partir de 16h et avant que la DG ne se termine dans la soirée parce qu'il y a un temps limité pour chaque groupe. On a donc une fenêtre de tir. DG, c'est discussion générale, excusez-moi. La discussion générale qui précède l'examen du texte de loi et la discussion, notamment sur les amendements et les interventions sur articles et discussions sur ordonnances. C'est avant ou alors C'est avant la fin de la DG. On peut le faire juste au début. On peut le faire avant le début de la DG, de la discussion générale, ou on le fait, on est coincé pour le faire avant la fin, c'est-à-dire... Mais c'est combien de temps la DG? On a 7 rapporteurs qui font 5 minutes, il y a le ministre qui va faire... C'est la même journée, c'est ça? Oui, c'est ça. En gros, la DG va se terminer dans la soirée, lundi 17. D'accord. Donc 3-4 heures. Voilà. Donc nous, notre fenêtre de tir, on a calé une fenêtre de tir, c'est de lundi 17h30, et c'est 20h. Voilà ce que l'on a calé. Parce que les 58 députés qui déposent la motion doivent être présents physiquement dans l'hémicycle. C'est ça. Et vous les avez, les 58? Donc, la difficulté, je vais dire les choses telles qu'elles sont. On n'a pas de problème pour réunir 60, 62, 64, 65, 70, même signatures. Pas de problème.
La seule difficulté qu'on a de mise en œuvre, c'est comme le dit Fabien, c'est qu'il faut que les signataires soient en séance au moment où on dépose. Ce qui veut dire, on fait un pointage, on a les signatures d'ailleurs qu'on essaie de récupérer avant, et quand on dispose de 58 signataires, il en faut 58, et qui sont dans l'hémicycle, hein, 10%. oui, dès qu'on aura 58 signataires dans l'hémicycle au même moment, qu'il n'y en ait pas un qui aille aux toilettes, qu'il n'y en ait pas un qui réponde au téléphone dans le couloir. On va fermer les portes, on va mettre des collabs à la sortie. On va mettre des, oui, c'est ça, on va mettre des collaborateurs. Il faut que les 58. Alors là, que fais-je? Que fais-je? Quand j'ai les 58 signatures, je raye ceux qui auront signé qui ne seront pas là. Mais il en faut 58. Je me lève. Je marche et je vais déposer auprès du président de séance, je fais passer par l'huissier au président de séance la motion avec les 58 signatures, ou 59 ou 60 si on en a plus. À ce moment-là, je dis chers camarades, c'est pas tous des camarades, non. À ce moment-là, chers camarades journalistes, à ce moment-là, dès qu'on a déposé la DG, il y a un appel qui est fait. Pas la DG, la motion référendaire, il y a un appel qui est fait. Pour qu'on ait les 58. Si on a les 58 qui répondent à l'appel présent, 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 la discussion s'arrête. La discussion s'arrête et immédiatement, après une suspension de séance, un des signataires dispose de 15 minutes pour exposer la motion référendaire et le motif que l'on a de déposer cette motion. Ensuite, il y a intervention du ministre chargé des retraites, ou du moins du ministre qui sera au banc du gouvernement. Ensuite, il y a intervention de la présidente de la commission spéciale. Ensuite, il y a 2 minutes par groupe. À l'issue de ces différentes interventions, on passe au vote. Si la majorité des députés présents vote favorablement à cette motion référendaire, que se passe-t-il? Terminé. Mais, terminé le débat à l'Assemblée nationale. Fini. Fini. Texte retiré. Non. Terminé. Et là, le Sénat dispose, chers camarades, de 4 semaines. Attends, madame est de l'AFP. Mais je sais, je fais exprès. Je le fais exprès. Je le sais. Je le fais exprès. Et donc, ah mais c'est pas. Et là, il y a RT France. Ah mais fallait pas que je fasse. J'ai cru que c'était interne, moi ça. Non, Bon. c'est RT France. Bon, je fais un peu mon cinéma, mais c'est pas. Et il faut bien qu'on ait un peu. Et donc, et là, ça va au Sénat et le Sénat dispose de 4 semaines pour voter la motion référendaire. Et si le Sénat vote favorablement à la motion référendaire, c'est le président de la République qui décide s'il organise ou s'il n'organise pas le référendum. Avec le résultat... S'il y a deux assemblées qui disent non, avec un sondage qui dit... Ne me dites pas que je n'ai pas été clair. Vous avez été clair sauf un truc. Excusez-moi, c'est moi qui n'ai pas compris. Vous avez été très clair. Alors, s'il y en a 58 au moins, hein, qui disent Banco, on veut cette motion référendaire. J'ai pas été clair. C'est-à-dire, il faut 58 qui déposent la motion. Oui, d'accord. Ça veut dire qu'ils la veulent. Enfin, oui, bien sûr, mais il faut quand même connaître. Après, il y a un vote. On se doute bien qu'il y aura majorité. Il faut qu'on ait la majorité. Oui, mais les majorités de toute l'Assemblée. Ah oui. Des présents. Là où ça se complique. Et là, ça se complique, mais on sait cependant que certains députés marcheurs aujourd'hui risquent, au moment du vote... Mais majorité 50 plus 1 ou... Ah non, majorité des présents. La majorité des présents dans l'hémicycle. Mais il y a quelques marcheurs qui sont subis à des pressions. Ils subissent des pressions dans la circonscription. Il y a des marcheurs qui ne seront pas là. On écoute un peu parler les collaborateurs qui ne seront pas là, parce qu'il y a une forte pression pour le référendum, et avec beaucoup sans doute de transparence, étant donné les résultats qui sont sur l'UMA. Hein, et je crois que le sondage qui a été fait montre bien qu'il y a une pression très forte, y compris dans l'électorat d'En Marche, pour le référendum. Et donc, on met des espoirs... je vais vous mettre à chanter, bien sûr, une chanson religieuse dans les résultats de cette démarche que l'on a. Ça, c'est la motion référendaire.
J'ai donc présenté motion de censure, motion référendaire. On est tous d'accord aussi sur la motion référendaire. La difficulté que l'on a, je reviens là-dessus, c'est qu'y compris parmi les députés de gauche, certains sont coincés en circonscription, d'autres outre-mer, mais quand même pour le moment, on a par exemple, nous dans notre groupe, on a 14 députés sur 16, y compris, il y a par exemple Hugues qui revient de la Réunion, des ultramarins qui reviennent, on en a 14 sur 16, la France Insoumise en a 15 sur 17, donc comme nous à peu près, hein, 15 sur 17, les socialistes, pour le moment, 16. On travaille au corps à corps parce qu'ils beaucoup sont pris dans la campagne des élections municipales. Présentation de liste dans telle ville. On basait sur 20, à peu près sur 20, et donc il faut qu'on trouve au-delà des députés des trois groupes de gauche qui seront présents, de ceux qui seront présents, il faut être présent physiquement, on est en train de travailler avec des députés notamment de Liberté et Territoire, on a déjà l'engagement de 7 ou 8 à peu près, hein, pour signer. Là maintenant, on est dans la phase finale pour atteindre, on voudrait atteindre 62-63 signataires pour être sûr d'en avoir 58 en séance, quoi, lundi. Voilà. Alors, comme tu as présenté la motion référendaire, très bien d'ailleurs, parce que moi je suis un pédagogue. Voilà, après et avant que tu passes aux amendements, je veux préciser que pour appuyer cette démarche, aujourd'hui, nous faisons partir, nous allons demander aux Français d'interpeller leurs députés. Oui. D'interpeller leurs députés pour que leurs députés soutiennent la motion référendaire. Tous les députés. Parce que une motion de censure, bon, un député En Marche, il va pas, c'est difficile pour lui de voter une motion de censure, c'est s'auto-censurer. Mais par contre, soutenir un référendum, c'est soutenir la démocratie et un débat dans le pays. Donc, aujourd'hui même, cette campagne pour un référendum se traduit par un tract à 2 500 000 exemplaires qui est dans votre pochette, demandant un référendum, par une affiche demandant un référendum, et par 250 000 mails qui partent aujourd'hui avec une lettre type pour interpeller son député et pour lui dire 67% des Français veulent un référendum. Soutenez cette démarche. Voilà. Et donc, ouais, nous faisons partir les 250 000 mails, ce sont les mails recueillis lors des pétitions contre la réforme des retraites, et donc nous leur envoyons à eux ce modèle de lettre pour interpeller son député. Voilà, 250 000 mails partent aujourd'hui pour interpeller son député, pour qu'il soutienne cette demande de référendum. Une question technique pendant les 4 semaines. Le débat est suspendu. Si c'est voté à l'Assemblée nationale, le débat est suspendu pendant les 4 semaines. Si le Sénat ne suit pas, le débat revient. Donc nous pouvons véritablement contrecarrer les plans du gouvernement et du président de la République. Voilà. Je voudrais simplement préciser une chose. Bon, d'abord, moi, bien évidemment, je soutiens toutes les initiatives qui sont prises par mes camarades à l'Assemblée nationale. Réinsister sur le fait que l'exigence de retrait est toujours présente dans le pays, on l'a vu à travers les mobilisations, mais on le voit puisqu'on est en temps de campagne électorale aussi dans les initiatives que l'on peut avoir dans nos départements ou dans nos villes. Et en fait, sur à la fois le retrait et l'exigence d'un référendum, l'Humanité, qui a publié un sondage ce matin, révèle ce qui existe réellement dans la vie et dans ce qui s'échange avec nos concitoyens. C'est-à-dire que si la motion référendaire est adoptée à l'Assemblée nationale et qu'elle revient au Sénat, je crois pouvoir dire sans m'avancer, puisque la droite, les républicains sénatoriales, est opposée au texte tel qu'il est rédigé par le gouvernement, pourrait adopter cette motion référendaire. J'en veux pour preuve les différentes initiatives que nous avons prise en direction du président du Sénat, c'est-à-dire qu'il y a 3 semaines à peu près, moi j'ai interpellé Gérard Larcher pour lui demander
de faire appel à la procédure qu'on appelle le 45.2 de la Constitution, qui permet de lever en fait la procédure accélérée sur un projet de loi. Dès lors, bien évidemment, que cette procédure est acceptée par le président de l'Assemblée nationale. Malheureusement, le président de l'Assemblée nationale a refusé d'utiliser cette procédure. Et donc, nous soutiendrons bien évidemment cette motion si elle revient au Sénat. Et nous utiliserons, nous aussi, quelle que soit d'ailleurs l'issue de cette motion, et si le texte revient en débat au Sénat, nous utiliserons, nous aussi, tous les leviers qui sont à notre disposition. Je disais en aparté tout à l'heure que même si nous sommes pour une autre République, la Constitution de 58 comporte quand même quelques éléments qui pourraient nous permettre, pour le moins, de freiner le débat parlementaire pour permettre justement à ce que la mobilisation puisse encore grandir dans le pays et que l'exigence de retrait ou du référendum s'exprime encore plus grandement. Donc nous allons aussi utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. Alors bien évidemment, si le texte arrive au Sénat, on a une autre configuration politique au sein de la Haute Chambre, puisque c'est la droite, les Républicains, qui est majoritaire. Droite qui est, elle aussi, opposée à ce texte, mais ne nous racontons pas d'histoire. La droite est pour le rallongement de l'âge de départ à la retraite. Donc, pour ce qui concerne notre groupe, nous aurons en face de nous, en substance, deux projets de société auxquels nous allons devoir nous affronter, c'est-à-dire celui porté par le projet de réforme du gouvernement et celui aussi porté par la droite, les Républicains. Mais bon, on a cette force avec nous que sera la mobilisation, parce que je pense qu'elle va continuer sous des formes diverses, mais elle va continuer cette mobilisation. Et puis nous avons, je suis pas modeste en le disant, nous avons un certain savoir-faire au groupe communiste au Sénat pour justement se saisir des procédures législatives pour essayer de faire en sorte, non pas de faire obstruction au débat, mais pour le moins que le débat aille au fond et redonne du sens à ce que portent les gens et les syndicats, les associations, les différentes professions dans le pays aujourd'hui. C'est pas un exercice facile, mais bon, je le répète, on a un savoir-faire en la matière. J'évoquais tout à l'heure la façon dont notre groupe s'était battu à l'époque contre la loi dite Macron. Voilà, je pense qu'on a quelques petits outils qui peuvent nous permettre de faire aussi durer le débat pour que, pendant le débat parlementaire, puisse aussi encore plus grandement s'exprimer dans le pays cette exigence de retrait de cette réforme. Un référendum, c'est bien une question à laquelle on répond par oui ou par non. Oui, mais de toute façon. Oui. Alors, même si la droite, en fait, est pour des raisons différentes, peut-être même opposée à vous, contre cette réforme, le résultat, s'ils sont avec vous, c'est oui ou non. Bah oui. Bah oui, c'est ça. Êtes-vous pour ou contre la réforme de retraite universelle proposée par le gouvernement? Donc c'est oui ou non, c'est pas oui, mais vous préférez ici ou ça. Ça. Après, ce sera une autre bataille. Tout à fait. Je voulais aussi vous poser une question. Tu veux pas préciser aussi sur les amendements, enfin sur la, oui, parce que ça arrive dans l'hémicycle. Donc il y a la motion référendaire. Ensuite, voilà. Et ensuite, si jamais les députés ne la votaient pas et que le débat avait lieu. Disons, il y a plus largement aussi la stratégie que je veux en profiter d'ailleurs pour l'expliquer, que notre groupe a mis en œuvre dans le cadre de cette discussion. D'abord, il y a eu la commission spéciale. Nous, le choix qu'on avait fait, qui n'est pas le même choix que celui de la France Insoumise, mais qu'on respecte tout à fait, d'ailleurs on peut considérer que les choix sont complémentaires, nous on avait fait le choix de ne pas multiplier les amendements en commission par le nombre de députés. On avait travaillé 485 amendements, mais ces 485 étaient vraiment des amendements de fond sur le texte de loi, parce qu'on voulait faire venir le débat en commission. Je dis souvent, moi, ça consiste à décortiquer, à détricoter un projet de loi pour qu'il y ait véritablement un échange en commission et qu'on puisse mettre le doigt sur les insuffisances, sur les contradictions du projet de loi. Tu en as peut-être parlé tout à l'heure. Hein. Donc, c'est l'objectif qui était celui de notre groupe, que moi-même, d'ailleurs, j'avais impulsé en pensant que c'était la bonne stratégie. D'ailleurs, on ne le regrette pas. Hein, on le regrette pas. Ça avait été une stratégie qui a été différente de celle faite par la France Insoumise, qui ont dû déposer 19 000 amendements à peu près. Oui. Le résultat des courses, malheureusement, c'est que la totalité des articles n'a pas pu être étudiée. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu un arrêt de la discussion.
Donc de très très nombreux amendements n'ont pas été étudiés parce qu'ils ont interrompu la commission spéciale, ce que j'ai condamné en conférence des présidents hier. J'ai d'ailleurs été le seul à le condamner très solennellement. Ils ont interrompu donc la commission spéciale parce qu'ils voulaient respecter le délai qu'ils s'étaient fixé d'amener en discussion le projet de loi le lundi 17 février. Et moi, ce que j'ai dit, c'est quand même intolérable qu'en définitive, on ampute le débat démocratique qui se déroule en commission spéciale, pour respecter un délai complètement artificiel, parce que rien n'empêchait le gouvernement de laisser se terminer la commission pendant une semaine, voire deux, et de décaler l'examen du projet de loi. Ils n'ont pas voulu. C'est-à-dire que la commission spéciale n'aura, on peut peut-être pas dire servi à rien, mais tous les amendements qui ont été votés en commission spéciale ne sont pas pris en compte. On repart du texte du projet de loi et on ne tient pas compte du travail qui a été fait en commission spéciale. Ils appuient leur argumentation en disant il y a eu obstruction, ce qui n'est pas le cas. J'estime qu'on est en mesure en commission spéciale de discuter tous les amendements qui sont déposés, mais ils ont utilisé ce prétexte pour interrompre la commission spéciale et commencer et respecter leur calendrier. C'est la première fois que ça arrive depuis la révision constitutionnelle de 2008. C'est très grave. Donc, hier matin, en conférence des présidents, je me suis opposé à ça. En disant que ce n'était pas acceptable que nous, de nouveau, je m'en suis pris au gouvernement, parce que c'est le gouvernement en fait, qui fixe le calendrier. Il y avait le ministre chargé des relations avec le Parlement, Fesneau, qui était là. J'ai dit, vous devriez reculer le débat dans l'hémicycle pour que la commission spéciale termine le travail qu'elle a engagé. En tout cas, nous, on avait fait le choix d'avoir 485 amendements en commission spéciale. En séance publique, et on l'avait décidé depuis le début, on aura beaucoup plus d'amendements, parce que nos amendements qu'on est en train de travailler, on les déclinera en 16. C'est-à-dire que chaque amendement sera décliné aux 16 députés de notre groupe. Ce qui veut dire qu'on aura, ne serait-ce que notre groupe, on aura plus de 10 000 amendements à défendre, donc en séance publique, disons 10 000 divisé par 16, si on veut. Vous voyez ce que je veux dire comme nombre. On dépose 10 000 amendements. On dépose 10 000 amendements, puisqu'on décline chaque amendement en 16, faites un peu de calcul mathématique, vous voyez à peu près ce qu'il y a comme amendements différents. C'est le choix qu'on avait fait, mais qui est dans la tradition historique de notre groupe. On l'a fait, moi je suis élu depuis 2002, on l'a fait de multiples fois. On l'a fait chaque fois qu'il y a eu d'ailleurs un débat sur les retraites, notamment, c'était en quelle année 2006, je ne sais pas, la première fois. Et chaque fois qu'il y a eu un débat sur les retraites, chaque fois qu'il y a eu, on l'avait fait par exemple sur le ferroviaire, on l'avait fait sur la privatisation d'EDF, on l'avait fait sur la loi El Khomri. C'est-à-dire là, on n'est pas dans une stratégie qu'on invente aujourd'hui, on a toujours utilisé cette stratégie, qui est une stratégie du travail parlementaire. Moi, j'appelle pas ça de l'obstruction, j'appelle tout simplement, c'est un droit que l'on met en œuvre pour, certes, ralentir les débats et pour mettre le gouvernement en difficulté à partir des amendements qu'on va déposer. Ce qui veut dire qu'on est vraiment en ordre de bataille pour conduire cette bataille si la motion référendaire n'est pas votée, bien évidemment. On est en ordre de bataille là pour conduire ça pendant 2 semaines, voire plus, puisque j'ai interrogé là aussi le président de l'Assemblée nationale à la conférence des présidents, qui m'a répondu, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il comptait faire, puisqu'il y avait 2 semaines de prévu. Il a dit que ça sera fonction du nombre d'amendements. Ça signifie qu'on va travailler samedi et dimanche et qui risque, et c'est la crainte que l'on a, de mordre sur la trêve des municipales et de faire revenir les députés pour terminer le projet de loi parce qu'ils ont un TOC, un trouble obsessionnel compulsif, ou alors je ne sais pas qui est-ce qui parle de crampe mentale, en voulant à tout prix que le projet de loi, l'examen du projet de loi soit terminé à l'Assemblée avant les élections municipales. Enfin, on se demande, et ça viendra donc au Sénat après. Donc ils se sont fixés cet objectif imbécile, qui peut d'ailleurs être contre-productif pour eux, on ne sait pas. Ils se sont fixés cet objectif, et ils sont prêts
à mordre sur le fonctionnement de l'Assemblée, comme ça a été le cas avec la commission spéciale. Inutile de dire qu'ils vont appliquer le nouveau règlement dans sa plus grande rigueur, parce que désormais, sauf si le président de la séance le permet, on ne défend qu'un amendement par groupe. S'il est identique, on ne le défendra qu'une fois. On n'a droit qu'à une seule intervention sur article. C'est-à-dire là, on va avoir la mise en œuvre, parallèlement à l'examen de ce projet de loi, du nouveau règlement de l'Assemblée qui est extrêmement réducteur sur les temps de parole, sur les interventions des